Bonjour tout le monde, bienvenue à la journée marocaine du colloque francophone des colloques de l'actuariat francophone. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des organisations qui ont rendu ce colloque possible. Et avant de commencer avec la thématique choisie pour cette soirée, on va faire un premier tour de table pour présenter les participants. On va commencer par Si Mohamed Amrani. D'accord. Bonjour à tous, Mohamed Amarani, je suis directeur général d'une société de gestion au Maroc, BMC Asset Management, qui est une filiale du groupe BNP Paribas. Je suis membre du comité de pilotage actuariel de la Caisse marocaine des retraites et enfin, je suis le président des actuaires du Maroc, l'AMA, et à ce titre, je tiens à rendre hommage et à remercier l'Institut des actuaires de France pour l'organisation de cet événement international de premier plan, une première dans l'espace francophone. Et j'espère que d'ores et déjà, qu'on aura d'autres prochaines, je dirais, meetings les années prochaines. Et l'AMA serait heureuse d'y participer si elle y était conviée. Merci. À toi, Si Mohamed Afifi, ton micro. Merci, Sylvain Baraka. Je m'appelle Mohamed Afifi. Je suis actuaire de formation issu de l'Institut belge à Louvain-la-Neuve. J'ai exercé pendant 20 ans dans le secteur des assurances, y compris en Belgique. Actuellement, je suis directeur général délégué d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Saham Assurance Maroc. Et ravi de participer à ce colloque. C'est Chafaï. Merci, c'est Mohamed. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Abdrahim Chafaï. Je suis membre qualifié de l'Association marocaine des actuaires. Je suis actuellement donc, le directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. C'est le fonds qui a été mis en place pour couvrir les personnes non assurées contre les événements catastrophiques au Maroc. C'est un fonds qui a démarré le 1er janvier 2020, donc on a presque 2 années d'existence. Et j'ai le plaisir de partager quelques questions avec vous, donc questions actuarielles qui nous ont été d'une grande utilité dans la mise en place de ce fonds-là. À tout à l'heure. Merci. À cette table marocaine, nous avons 2 invités. Jean-Claude Ménard, notre ami qui nous vient du Canada. Oui, bonjour Mohamed. Jean-Claude Ménard, ancien actuaire en chef du gouvernement du Canada. Mais j'ai aussi œuvré beaucoup au sein de l'Association internationale de sécurité sociale, ce qui m'a permis de visiter et de rencontrer les actuaires de la francophonie à travers le monde. Donc, merci infiniment pour cette invitation. Et notre invité de Bénin, Arnaud, à toi l'honneur. Merci Mohamed. Bonjour à tous les participants. Donc moi, c'est Arnaud Bocquet. Je suis ingénieur statisticien économiste et actuaire. J'ai été également formé à Louvain-la-Neuve. J'ai travaillé pendant 14 ans à la Caisse de sécurité sociale du Bénin en tant que responsable des études et de la coopération. Et depuis septembre 2019, je suis inspecteur à l'organe de régulation et de contrôle des caisses de sécurité sociale de l'Afrique francophone, la CIPRES. Donc, c'est la conférence interafricaine de prévoyance sociale qui s'occupe de tout ce qui est régulation et contrôle des organismes de prévoyance sociale des 17 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, je remercie beaucoup Mohamed pour m'avoir invité à participer à ce colloque et j'espère que nous allons partager de très bonnes informations et comme les autres participants, qu'il y aura beaucoup d'autres colloques derrière. Merci bien. Très bien. Et je me présente en dernier, Mohamed Belbaraka. Actuellement, je suis directeur des opérations de Sada Assurance, un acteur qui pratique en France. Et avant cela, j'étais directeur général adjoint de Wafa Assurance, donc j'ai une expérience au Maroc. Et avant cela, au groupe AXA. Sinon, je suis actuaire qualifié membre de l'AMA et diplômé de l'ENSAI Paris-Tech. Avant de démarrer, vous céder la main, j'aimerais juste parler de la thématique de cette journée. Donc, pour cette journée-là, nous avons souhaité vous faire découvrir le Maroc. C'est vrai que le Maroc, c'est le plus beau pays du monde, ça tout le monde le sait. Le Maroc est une belle destination touristique, mais il n'y a pas que ça.
Donc, le thème choisi est de me faire voyager, c'est toujours la même thématique, voyager dans les défis actuels relevés par le Maroc, dans la gestion des solidarités. Vous allez voir que le Maroc a entamé beaucoup de projets, pas mal de défis, et les actuaires, ils étaient là à l'origine de ces défis-là par les études. Ils sont là à accompagner les défis par les évaluations et le suivi, et ils sont là par les mesures rectificatives pour faire aboutir ces défis-là vers leur objectif. Donc, avant d'aller plus loin, le premier défi auquel fait face le Maroc, et il est en train d'y faire face, c'est la pandémie de la Covid. Je pense qu'on en parlera un peu avec notre ami ici, Mohamed Amrani, mais déjà, sachez que le Maroc, je pense que la gestion de la Covid par le Maroc est donnée en exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population marocaine qui est vaccinée par les 2 vaccins. Le mois dernier, le Maroc a entamé la vaccination de l'ensemble des élèves pour faire une entrée scolaire sereine. Donc, c'est vrai, peut-être que de l'étranger, on ne voit pas cela, mais sachez que et le Maroc commence, je ne sais pas, mes amis marocains qui vivent là-bas, qui peuvent me dire est-ce qu'ils ont déjà commencé ou pas, mais ils commencent à fabriquer des vaccins à destination du marché africain. C'est vrai que le marché financier a été touché par la Covid, mais il s'est révélé largement résilient. Donc, avec Amrani, on reviendra sur cet aspect-là. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques grands chiffres pour marquer un peu les esprits. Le Maroc, c'est un ensemble de primes d'assurance de 4,5 milliards d'euros. Donc, je traduis en milliards, en euros. Donc, c'est le 2e marché africain derrière l'Afrique du Sud. C'est des régimes de retraite qui ont collecté 5,1 milliards en 2020. Et c'est un régime d'assurance maladie obligatoire qui a collecté des primes d'1,5 milliard. Donc, voilà un peu les grands blocs du marché financier assurantiel marocain. Sinon, en termes de compagnies, c'est 24 compagnies d'assurance. On peut penser que c'est un marché plutôt concentré, mais plutôt pas, car on revient d'un temps où on a connu une centaine de sociétés d'assurance après l'indépendance et le marché a été concentré pour créer des acteurs fiables et viables sur le marché marocain et le marché africain. C'est plus de 2100 intermédiaires, c'est 630 bureaux directs de compagnie, c'est 11 banques qui distribuent l'assurance, c'est 7 régimes de base en termes de retraite, c'est une trentaine de petites mutuelles. Voilà, donc, et c'est des associations de microcrédit qui ont le droit de distribuer de l'assurance. Si on jette un coup d'œil rapide sur les problèmes aujourd'hui sur le radar de notre régulateur. Donc, je rappelle qu'il y a une agence maintenant de surveillance, de contrôle pour les assurances, de la même manière qu'il y en a une pour les marchés financiers. Aujourd'hui, quand vous regardez les thématiques sur lesquelles ils travaillent sur une mise en place d'une feuille pour l'assurance inclusive. Donc, c'est le démarrage réel de la micro-assurance pour les populations les plus vulnérables. Ils travaillent, ça, notre ami Shafi'i va nous le rappeler, sur un régime de couverture contre les catastrophes naturelles, un régime mixte, assurantiel et solidaire. Ils travaillent sur un cadre réglementaire de Takaful. Donc, Takaful, c'est une assurance éthique qui respecte un peu l'éthique musulmane. On est d'ores et déjà vers la fin de l'installation des piliers 2 en termes de Solva 2. On appelle ça la solvabilité basée sur les risques, le SBR au Maroc. Et ils travaillent sur la digitalisation. Et il y a une thématique qu'on va voir avec Afifi, c'est l'extension du régime social de la sécurité sociale en termes de panier et en termes de population. Donc, voilà un peu les défis. Je me tourne vers notre premier intervenant, c'est Amrani, qui va nous parler. C'est Amrani, qui depuis maintenant 3 ans, membre indépendant du comité de pilotage actuariel de la Caisse marocaine des retraites. C'est la 2e caisse de retraite marocaine qui couvre à peu près 1 million de personnes. Donc, tu es au cœur des problèmes des retraites au Maroc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je partage ton slide. Ok, merci Mohamed. Encore une fois, je suis ravi de donner cette intervention. En fait, moi, je vais plutôt aborder la sous-thématique, je dirais, concernant la sécurité sociale. Parce que pour moi, la sécurité sociale, c'est une expression de la solidarité nationale. Il est vrai que la solidarité nationale peut être exprimée sous différentes formes.
dans la sécurité sociale, qui est une des expressions les plus naturelles et les plus abouties. Alors, au Maroc, la sécurité sociale, je la définirai de manière globale parce qu'on a la sécurité sociale du secteur privé, mais on peut aussi assimiler les organismes publics à des prestataires, je dirais, de sécurité sociale pour le secteur public. Donc, globalement, elle couvre la retraite de base, la maladie, les prestations à court terme, je dirais les indemnités journalières, maladie et maternité, les allocations familiales et l'indemnité pour perte d'emploi, ce qu'on pourrait qualifier en quelque sorte de l'assurance chômage. Je n'ai pas besoin de dire une évidence, la sécurité sociale contribue à la préservation du capital humain, lequel représente l'axe de tout développement économique. L'homme est au cœur de tout. Donc, pour revenir au titre de la thématique générale, et je remercie les organisateurs, parce que je trouve que c'est assez pertinent, l'actuariat à l'origine de la gestion des solidarités. Pour moi, c'est une affirmation. L'actuariat à l'origine et même au cœur de la sécurité sociale. Mais on se pose aussi la question, peut-être la sécurité sociale est aussi à l'origine de l'actuariat. On va essayer de le voir et de le mettre en évidence à travers, je dirais, une analyse rapide et brève sur le passé, le présent et le futur, en tout cas par rapport au prisme marocain. Alors, historiquement, les fonds de retraite, incluant la sécurité sociale, sont à l'origine de l'actuariat, et l'actuariat est à l'origine du développement de la sécurité sociale. Alors, selon, je dirais, les documents historiques de l'actuariat, de nombreuses réformes de retraite ont été actionnées un peu partout dans le monde, visant à réviser les modalités des solidarités générationnelles compte tenu des évolutions démographiques et économiques. Pour toutes ces réformes, il est évident que les acteurs se sont toujours impliqués. Selon, je dirais, certains travaux d'histoire actuarielle, le développement des fonds de retraite a été particulièrement un facteur déterminant dans la naissance de la profession actuarielle au niveau national. Et plus encore, l'évolution des techniques et des sciences actuarielles, combinée à une forte volonté de cadrer et de normer les régimes de retraite, a impliqué l'organisation de la profession actuarielle au niveau international à travers la création de l'association actuarielle internationale. Maintenant, lorsqu'on revient au cas marocain, parce qu'on est dans la table Maroc, on va dire les choses se sont passées un tout petit peu différemment. En fait, au Maroc, à l'instar des autres pays, donc l'évolution de la sécurité sociale et de la retraite en général a connu plusieurs étapes. Maintenant, la dotation du royaume d'un système moderne de retraite obligatoire et universel ne s'est concrétisée que dans les années 55-60. Et donc, après l'indépendance du pays, alors que la profession actuarielle est vraiment née, je dirais, dans les années 2000. Donc, soit un décalage temporel de 40 ans entre l'instauration d'un système de retraite et la naissance de la profession actuarielle au Maroc. Et pour moi, ce décalage temporaire, on va devoir le rattraper dans le temps et on va essayer de voir comment on peut l'illustrer par rapport aux perspectives de développement de la retraite et de la sécurité sociale au Maroc. Le premier actuaire marocain, à notre connaissance, a été diplômé en 67 et c'est un des fondateurs de l'Association marocaine des actuaires. Et je salue aussi d'autres collègues ici présents de l'AMA qui ont été aussi des membres fondateurs. Donc voilà, maintenant les actuaires marocains, à titre individuel ou dans d'autres cadres, notamment dans un cadre professionnel, ont beaucoup œuvré pour le développement du secteur des retraites. Je salue bien sûr les actuaires internes de tous les organismes qui font un travail important, mais aussi les actuaires externes, nationaux et étrangers, les actuaires contrôleurs des assurances et de la prévoyance sociale, et les acteurs de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes a fait également des études très, très intéressantes sur la retraite et des recommandations sur la réforme des retraites. D'ailleurs, ces actuaires-là ont été les premiers à alerter sur l'arrivée à maturité de nos régimes de retraite. Donc voilà. Alors maintenant, au présent, une évidence encore, l'actuariat est l'instrument, je dirais, plutôt efficace, pour ne pas dire totalement efficace, du pilotage de la sécurité sociale. Maintenant, certes, le Maroc a enregistré des avancées importantes, puisqu'on a toujours veillé à être en conformité avec les exigences de l'Association internationale de la sécurité sociale en matière actuarielle. On va dire sur les 60 dernières années, on va dire l'outil a été plutôt efficace. Maintenant, il est clair, et force est de constater que le système actuel des retraites au Maroc a montré certaines limites, je veux dire, à l'instar de ce qu'on a pu observer, ce qu'on observe dans certains pays.
D'abord, notre système de sécurité sociale, selon une définition beaucoup plus large et globale, souffre d'un déficit de coordination. Et deuxièmement, on a pu relever la fragilité je dirais, de la soutenabilité financière de certains régimes de retraite au Maroc. Donc, d'une part, je souligne rapidement le sous-emploi qui peut limiter la croissance des cotisations et l'allongement évident, bien sûr, de l'espérance de vie rallonge la durée des prestations servies. Troisième point, qui n'est pas le moindre, et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, nos régimes de retraite ont été impactés d'une certaine manière par la baisse des taux et par les turbulences qu'a connu le marché boursier. Par exemple, en 2020, on a fait référence au Covid, on a eu une baisse de la bourse de moins 30%. Certains régimes qui investissent sur le marché boursier ont eu quand même à faire face à cette variation que nous considérons violente au niveau du marché boursier. Donc, il y a un vrai sujet sur le marché des capitaux et sa connexion avec le système des retraites. Pourquoi? En fait, au Maroc, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance détiennent ensemble plus de 70% du marché de capitaux. Et donc, ça met en évidence leur importance stratégique et leur rôle majeur dans le développement de ces marchés des capitaux en tant qu'investisseurs institutionnels. Donc, c'est pourquoi il faut voir, je dirais, les deux côtés. Il y a le volet engagement de retraite qu'il faut gérer, mais aussi le volet placement qu'il faut considérer et qu'il faut prendre en considération. Et enfin, comme ça a été signalé par Si Mohamed Baraka, évidemment, le système n'a pas prévu, me semble-t-il, comment faire face à des chocs externes majeurs tels que le Covid-19. Et donc là, nos régimes de sécurité sociale ont dû faire face. Mais on va dire, selon les mesures qui ont été prises, c'est plutôt un succès et je pense que la situation a été très bien gérée. Maintenant, revenons, je dirais, au sujet qui nous intéresse, le futur, où je dirais les grands défis actuariels à relever pour reconstruire le système des retraites au Maroc et d'en faire un véritable levier de développement économique ou financier. Financier parce que ce sont des acteurs institutionnels très importants sur les marchés de capitaux et pour le développement des marchés de capitaux. Donc, conformément aux orientations royales, et c'est, je pense, sur recommandation de Sa Majesté le Roi en personne, un nouveau modèle de développement a été conçu par une commission spéciale qui a impliqué un ensemble d'acteurs économiques et sociaux. Pour, je dirais, focaliser sur le sujet qui nous intéresse, elle a identifié 5 paris stratégiques. Donc, ce modèle de développement va devoir être mis en place dans les meilleurs délais possibles. Le gouvernement marocain sera nommé, à mon avis, dans les jours qui viennent, et donc ils auront comme feuille de route la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement qui inclut, je dirais, tout ce qui est relatif à la protection sociale et à la sécurité sociale en particulier. Donc, 5 paris stratégiques, dont 2 qui nous intéressent, les marchés de capitaux et le savoir. Alors, les marchés de capitaux, j'en ai parlé, les fonds de retraite sont des investisseurs institutionnels et donc contributeurs et ont besoin aussi d'un marché de capitaux pour fructifier leur placement. Le savoir, au sens formation professionnelle, et bien sûr, on est interpellé en tant qu'association professionnelle par la formation des actuaires, non seulement la formation de base, mais aussi la formation continue pour disposer de ressources hautement qualifiées, capables de relever tous les défis. Et donc, et parallèlement, donc la commission, le nouveau modèle de développement a prévu plusieurs axes de développement sociaux, dont la généralisation de la sécurité sociale à toutes les catégories de la population. Et là, on est vraiment au cœur de la solidarité nationale, puisqu'on va intégrer toutes les couches de la population. Donc, dans ce cadre, il est prévu une transformation totale du système des retraites qui devra être opérée en 3 étapes. La première étape, c'est la mise en place d'un système de retraite bipolaire dont un pôle public et un pôle privé. Donc, l'idée, c'est de rapprocher sur le côté institutionnel et juridique. Ce n'est pas encore, je dirais, c'est le prochain gouvernement qui devra, je dirais, implémenter. Mais l'idée, c'est ça, c'est regrouper d'un côté le pôle privé, donc la partie sécurité sociale et peut-être aussi le régime complémentaire, et de l'autre côté, un pôle public où on regroupait les organismes de retraite et de régime de base. Donc ça serait la première étape avec une certaine coordination au niveau de ce système bipolaire. La deuxième étape, c'est la convergence par la suite vers un système national unique de sécurité sociale qui va, je dirais, intégrer à la fois le secteur public et les secteurs privés. Et enfin, et à mon avis, c'est la troisième étape, et c'est on va dire, le véritable défi à relever, c'est la généralisation de la sécurité sociale à toutes les couches de la population. Donc, pour moi, c'est un enjeu social majeur et une réalité ou une réelle attente de la population marocaine. Donc, les challenges actuels
pour faire le lien avec la profession. Question sur le stade, je n'ai pas les éléments de réponse parce que je pense qu'il y a une commission nationale qui travaille sur le sujet, mais peut-être d'autres conférenciers pourraient compléter si besoin est. Il y a quand même plusieurs questions qui sont posées. Quel régime et quel mode de fonctionnement pour je dirais, pour ce système unique et pour cette nouvelle architecture du système de retraite au Maroc? Est-ce qu'on opterait pour des régimes par répartition ou des régimes par capitalisation, ou plutôt on irait vers une hybridation entre les deux? Et si oui, à quel degré d'hybridation? Troisième question qui se pose, des régimes à prestations définies ou des régimes à cotisation définie? Donc là encore, il y a des débats techniques qui sont en cours. Et enfin, pour, je dirais, rapprocher, voire fusionner, je n'ai pas, je dirais, encore le schéma final, il est question de réaliser des évaluations actuarielles harmonisées des régimes existants avec, je dirais, comme sous-jacent, la récupération des déficits actuariels et des dettes actuarielles des régimes existants pour une migration vers un régime cible. Donc, bref, moi, je pense qu'on est sur le chemin d'une véritable reconstruction du système des retraites au Maroc, basé évidemment sur les modèles actuariels. Autre élément sur lequel j'ai envie de signaler, c'est par ailleurs cette architecture qu'on souhaite mettre en place pour nos systèmes des retraites et avec comme objectif, comme j'ai dit, la généralisation, je dirais c'est l'élément social clé, c'est une bonne articulation avec le système financier puisque les fonds de retraite sont des investisseurs institutionnels, encore une fois, et des acteurs majeurs. Donc l'idée, c'est que je suppose, on va hybrider entre un système par capitalisation et un système par répartition parce qu'ils sont naturellement complémentaires. Les deux systèmes s'alimentant de manière différente et complémentaire des revenus du travail et du capital. Donc, tous les économistes convergent sur ce point-là. Il faut hybrider. Après, il faut hybrider de manière efficace et efficiente. Or, un système par capitalisation, une évidence aussi, suppose l'existence d'un marché des capitaux suffisamment large et liquide pour permettre aux fonds de retraite, justement, de fructifier leurs placements et de générer des revenus. C'est un sujet qu'on a au Maroc, puisque, je dirais, le poids du marché de capitaux dans le système financier global est de 5%. Et donc, voilà, on est plutôt une économie de crédit. Il y a cette volonté derrière de migrer d'une économie de crédit vers une économie de marché. Et donc, d'un côté, les institutionnels peuvent jouer un rôle clé et peuvent contribuer au développement des marchés de capitaux. Et de l'autre côté, les marchés de capitaux vont être un terrain de fructification des placements des caisses de retraite. C'est pourquoi l'architecture du système de retraite devrait être configurée en fonction de l'architecture financière. Il y a forcément un lien entre ce qu'on souhaite mettre en place au niveau de la retraite et ce qu'on souhaite mettre en place au niveau du système financier. Il y a cette connexion qu'on ne peut pas ignorer parce qu'elle est, je dirais, un point crucial. Donc, peut-être pour conclure, et on laisserait la place à d'autres développements au niveau des questions, en synthèse, au Maroc, le Maroc a opté pour la généralisation de la sécurité sociale. Et pour ce faire, il y a quand même quelques points. Un, ce que je note, il y a un besoin d'inscrire la réforme des retraites dans le cadre d'une vision globale et d'une stratégie macroéconomique, parce qu'il y a le volet engagement et il y a le volet placement. Deuxième question, il ressort, ou deuxième affirmation, il ressort clairement qu'il y a des besoins de complémentarité institutionnelle pour assurer l'efficacité du système de retraite en tant que levier de développement financier à travers sa bonne articulation, je dirais actuarielle, si je peux le dire de cette manière-là, avec le système financier. Enfin, plusieurs défis actuariels à relever pour la mise en œuvre de la réforme, parce qu'il faut passer toutes ces étapes pour arriver à la généralisation. Et donc, tout ça va devoir se traduire par la structuration, que je dirais actuarielle, entre guillemets, d'un nouveau système de retraite au Maroc. Ce qui implique quoi? Et là, on est interpellé en tant que profession et en tant qu'actuaire, ce qui implique une montée en puissance de l'expertise actuarielle, ce que l'Association marocaine des actuaires essaye de faire à travers des nouveaux partenariats et des nouveaux, je dirais, acteurs économiques qui vont devoir nous aider dans la période à venir. C'est crucial parce qu'il est question de formation. Aussi, il est aussi question de peut-être de recherche et développement, parce qu'il y a beaucoup de sujets, je dirais, assez pointus, comme on peut le constater, qui peuvent aider à cette mise en œuvre. Donc, pour nous, les programmes et l'écosystème autour de cette problématique devront permettre l'accélération de la montée en compétence des acteurs marocains pour contribuer chacun à son niveau
à la réalisation de ce chantier, je dirais, colossal, mais d'une importance cruciale pour le Maroc. Voilà, merci. Et donc, peut-être par la suite, je suis à votre disposition pour les questions. On va prendre quelques minutes les réactions des participants. Une remarque de la part d'Asma Lanbari, que je salue au passage et qui est au cœur du problème des retraites par sa fonction. Donc, il dit que la détérioration du rapport démographique combinée avec une sous-tarification des droits servis par les régimes de base sont également des facteurs à l'origine des problèmes de pérennité des régimes de retraite au Maroc. Je pense Absolument. que l'avenir des différentes caisses marocaines, elle est plus ou moins sombre, plus ou moins éclaircie. Je pense qu'il y a certaines caisses qui ont déjà commencé à rectifier le tir. Oui, si je prends par exemple ces publics, la Caisse marocaine des retraites a déjà opéré une première réforme en 2016 qui a donné 2016, qui a été tout à fait efficace. En fait, on va dire le report de l'âge de départ à la retraite. Ils ont revu l'assiette, le salaire de base dans le calcul de l'assiette, etc. L'augmentation du taux d'annuité, etc. Donc, c'est une réforme qui a permis, je dirais, de reporter, je dirais, de différer les difficultés, entre guillemets, de ce régime, sachant que ce régime, aujourd'hui, il se porte plutôt bien. Maintenant, il faut l'inscrire dans un cadre global. Il y a une volonté globale, et donc, aujourd'hui, il est question de ce rapprochement entre le public et le privé, et la mise en place de cette caisse de sécurité sociale unique, c'est clairement inscrit dans le nouveau modèle de développement qui a été soumis à Sa Majesté le Roi. Donc, on va devoir y arriver, et on a comme deadline 2025. 2025, il faut le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour cette mise en œuvre. Très bien. Et une autre remarque, si tu peux nous éclaircir, quand tu parles de système bipolaire public-privé, je pense que tu veux dire, c'est devant la difficulté de faire converger tout le monde vers le même système, on a choisi comme première étape d'avoir un système public et un système privé. C'est bien ça? Absolument. C'est ce qui est en fait proposé dans le schéma. Et dans une deuxième étape, une convergence vers un régime de base unique pour les deux, pour le secteur privé et pour le secteur public. C'est la même problématique qu'on retrouve sur plusieurs marchés, notamment en France. C'est que parfois le système public, on peut trouver plusieurs systèmes relevant du régime public, car il y a plusieurs caisses différentes, et on trouve un système public qui est parfois beaucoup plus généreux que le système privé. Et passer et faire converger l'ensemble des systèmes rencontre, et ce qui est tout à fait normal, une résistance de la part des acteurs en place. Et il faut commencer sur cette convergence un jour ou l'autre, mais ça se fait par plusieurs étapes. Donc, le Maroc a choisi au moins de converger vers deux pôles et plus tard vers le même. Des questions sur la micro-assurance. Je pense qu'on a commencé à avoir des produits de micro-assurance au Maroc depuis très longtemps. Je me rappelle distribués par la Poste dès les années 2008-2009. Maintenant, comment faire? Je pense qu'on peut revenir au sujet un peu plus tard. Alors, ce que je voulais dire par rapport au schéma qui est proposé, qui est un peu dans les tuyaux, après je ne connais pas la copie finale, il est clair qu'on va devoir opter pour une solution technique, mais qui soit socialement acceptée. C'est clair, parce qu'il est question des droits acquis, des droits futurs, et donc il se peut qu'il y ait quelques concessions qui doivent être faites de part et d'autre pour aboutir à un système de sécurité sociale viable dans la durée, mais qui aussi permet d'intégrer et d'embarquer tout le monde et pour assurer un minimum pour tout le monde. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres dans l'équation. Évidemment, il va falloir, à mon avis, trouver un compromis avec toutes les parties prenantes. Une question du public. Le financement des retraites en Afrique souffre de support de placement. Est-ce que c'est le même cas au Maroc? Je pense que le Maroc investit, oui. Je suis un peu d'accord, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le marché de capitaux représente à peine 5%. Face à un système bancaire qui lui prédomine la partie financement pour 95%. Donc, certes, on peut être heureux qu'on soit peut-être la deuxième place boursière du continent africain. Maintenant, est-ce que les objectifs initiaux de la réforme du marché de capitaux datant de 95 ans est atteint? Je dirais partiellement atteint. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre du nouveau modèle de développement, le Maroc a pris le pari sur le marché de capitaux. Ça veut dire qu'on va devoir rééquilibrer entre les marchés et le financement par le mode bancaire. Ce qui a comme résultante un terrain de fructification des placements
des fonds de retraite qui peuvent se retrouver, me semble-t-il, limités avec une marge de manœuvre assez réduite s'ils ne doivent placer que dans les bons du Trésor. L'idée, maintenant, ce n'est pas le cas puisque c'est vrai par ailleurs, ça souligne, je dirais, les règles prudentielles en matière de placement adoptées par tel ou tel régime de retraite. C'est clair qu'il y a besoin d'harmoniser, mais il y a besoin aussi de les mettre à contribution pour développer le marché dans lequel ils souhaitent investir et qui peut les aider à maximiser les revenus et pour faire face, je dirais, et pour bien piloter l'équilibre financier de l'origine. À signaler peut-être, c'est Mohamed, que maintenant, il y a une autorisation qu'on peut placer sur les marchés étrangers à hauteur de 5% des actifs investis, non? En fait, je dirais oui et non. Il faut distinguer entre les, je dirais, alors pour les compagnies d'assurance, oui, oui. Oui, mais à condition que les fonds proviennent des fonds propres, pas des engagements vers les assurés. Donc, il y a une subtilité là-dedans. Par contre, les compagnies d'assurance et même les caisses de retraite peuvent le faire à travers des fonds, puisque les fonds aujourd'hui sont autorisés à placer jusqu'à 10% à l'étranger. Donc, à travers des fonds agréés par l'autorité des marchés, indirectement, ils peuvent placer. Maintenant, je sais que quelques régimes de retraite ont des autorisations, on va dire, historiques de placer à l'étranger et qui ont des portefeuilles investis à l'étranger. Mais tout ça, à mon avis, va devoir nous amener, je ne veux pas m'avancer sur des choses qui sont un peu hors de mon scope, je pense que le régulateur marocain va devoir se pencher sur ces questions-là pour harmoniser et pour prendre les décisions qui s'imposent, tenant compte, je dirais, des intérêts des régimes de retraite, mais aussi tenant compte de la volonté nationale en matière de, je dirais, de diversification des modes de financement et de promotion des marchés de capitaux avec tout ce que ça peut apporter comme effet positif à la fois sur la croissance, mais à la fois sur les rendements pour nos fonds de retraite. Je prends une dernière remarque de la part des participants. Le développement des marchés des capitaux ne saura se faire sans un cadre juridique et judiciaire rigoureux pour rassurer les investisseurs. Le cas marocain, je connais le domaine d'assurance. Si tu peux nous dire sur le cas des banques, je pense qu'on a une autorité de contrôle qui est très présente et équipée, non? En fait, moi, je rends hommage aux deux autorités qui font un excellent travail et ce n'est pas de la complaisance. Après, il y a quand même une question de mentalité qu'il faut que nos entreprises au Maroc acceptent de diversifier les modes de financement. Et donc, d'une part. Et d'autre part, il faut qu'on fasse un peu les banques aujourd'hui qui contrôlent le marché financier, à la fois sur la partie banque commerciale, mais à la fois sur la banque d'investissement, même si on a quelques acteurs privés, il faut qu'ils fassent la promotion du marché de capitaux et d'un financement par les marchés, parce qu'il est question d'intérêt général. Tout le monde s'accorde à dire qu'une bonne hybridation entre un bank-based et un market-based permet de favoriser la croissance. Évidemment, cette hybridation entre les deux, il n'y a pas de solution pour tous les pays. Au Maroc, on est à 5. Je ne sais pas, peut-être on devrait être à 10 ou 15%. Juste à titre, je dirais, de comparaison, il me semble qu'en Europe, on est à peu près à 40%. Et dans les pays anglo-saxons, US, Angleterre, je pense qu'on est à 70%. Après, c'est un choix de politique économique. C'est un choix. Si vous me posez la question à quel niveau il faut mettre le curseur, la recherche académique parle d'un degré d'hybridation qui doit être fixé en fonction du niveau d'industrialisation du pays. C'est-à-dire, on ne va pas aller favoriser les marchés de capitaux s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour alimenter ce marché de capitaux et attirer les pas qui devra les financer. Donc voilà, tout ça, je pense qu'il faut une vision 360, mais on peut se satisfaire du fait qu'il y a une forte volonté de développer le marché de capitaux, mais aussi de développer le système de protection sociale. Il faut le voir dans un cadre global. C'est ce qui ressort un petit peu, mais il faut aller rentrer dans les lignes, ce qui ressort du nouveau modèle de développement qui a été adopté par le Maroc pour les années à venir. Très bien. Je passe la parole maintenant à Mohamed Afifi, qui nous parlera un peu plus largement du système de l'élargissement de sécurité sociale au Maroc. À toi, Mohamed. Merci, Mohamed. Je vais essayer de partager quelques slides. Je ne sais pas si c'est à l'écran. Oui, on voit bien. Bon. Merci. Ravi également de participer à ce colloque intéressant. Et je vais essayer d'être complémentaire à l'intervention de Lamrani et répondre à quelques challenges et quelques questions qu'il a ravi également de participer. Je tiens juste à double titre, je tiens juste à rappeler que j'ai eu l'occasion auparavant
de piloter la direction de la stratégie de la CNSS, qui est l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire pour le secteur privé au Maroc. Et à ce titre-là, je représentais en fait cette institution dans les deux commissions importantes qui ont contribué à la mise en place de la protection sociale au Maroc. La première qui concerne les retraites. Donc, il y avait une commission technique et nationale des retraites et cette commission a contribué en fait à concevoir la réforme qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et la deuxième commission, c'est la commission sociale de l'assurance maladie obligatoire qui a contribué fortement à la mise en place de l'assurance maladie obligatoire au Maroc, mais en même temps à la conception de l'architecture de la sécurité sociale telle que je vais l'exposer tout à l'heure. Mais avant cela, avant de vous raconter en fait l'histoire de cette protection sociale et surtout l'assurance maladie obligatoire au Maroc, permettez-moi en fait de rappeler quelques aspects de la protection sociale et aussi l'histoire de cette protection sociale, mais cette fois-ci dans le monde occidental, en Europe et aux États-Unis. Les sociétés occidentales telles qu'on les connaît aujourd'hui se ressemblent sur trois caractéristiques majeures. Au niveau politique, c'est des démocraties. Au niveau économique, ils ont un marché. Et au niveau social, on parle de l'état de providence qui représente en fait l'ensemble des institutions régissant la protection sociale. Et la protection sociale dans ce monde-là, dans ces sociétés-là, telle qu'on l'a connue aujourd'hui, il a évolué sur plusieurs siècles, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, à travers la promotion des droits civiques. Aussi un peu le son, si Mohamed Afifi. Les droits politiques. Voilà. C'est bon? Ok, bon. je vais m'approcher de l'écran. Et enfin, la promotion des droits sociaux tels qu'on la connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a connu une accélération au XXe siècle. Et quelques dates importantes. Donc, c'est en 1948 qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, où il a reconnu ce droit-là à la protection sociale. En 1952, à travers la Convention de l'OIT, donc c'est l'Organisation internationale de travail. Cette Convention 102, elle est très importante puisque pour le monde entier, il a créé, si vous voulez, la norme minimum de la sécurité sociale et des prestations assurées au niveau des pays. Il faut dire que la protection sociale, au début, c'était une vraie réponse à la disparition de la solidarité familiale, la disparition de la solidarité classique, aussi une réponse à l'exode rural que, bien sûr, l'apparition des nouveaux risques tels que le chômage, l'accident de travail et les autres risques qu'on aujourd'hui. Voilà en gros, si vous voulez, un peu en résumé, l'histoire de la protection sociale. En général, je commente cette histoire à l'une des universités au Maroc sur des séances de plus de 14 heures que je vous ai résumé en 5 minutes. En utilisant les mêmes slides. Donc, ça, c'est l'une des particularités de la protection sociale au niveau de l'Europe et aux États-Unis, qui s'est développée sur plusieurs siècles. Qui s'est développée sur plusieurs siècles pour arriver à, en fait,
à l'expérience telle qu'on la connaît, à la protection sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Maintenant, par rapport au Maroc. Au Maroc, c'est tout à fait le contraire. L'évolution de la protection sociale au Maroc, comme d'ailleurs la transition démographique qu'il a connue, a été accélérée sur un demi-siècle. Donc, pour la transition démographique, on le sait très bien, au niveau européen et des pays occidentaux d'une manière générale, on l'a constaté sur 3 générations. Au Maroc, cette transition démographique, ça a été acté sur quasiment une seule génération. Et la même chose pour la protection sociale, et il s'est accéléré en fait sur un demi-siècle, et surtout l'essentiel a été fait sur les 10 dernières années. Maintenant, comme je l'ai dit, je faisais partie de ces comités qui ont contribué à la mise en place de l'assurance maladie obligatoire et des retraites. Et l'une des questions qu'on se posait systématiquement avant la mise en place du système tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'était 2 questions majeures. La première, c'est question de financement, et la deuxième, c'est la pérennité de l'origine. Bien sûr, techniquement et actuellement parlant, il y a à peu près 2 techniques ou 3 techniques de financement. La première, bien sûr, c'est la répartition, où les cotisations ponctionnées en fait sont réparties immédiatement sous forme de prestations de la sécurité sociale. Et la deuxième technique, c'est de la capitalisation, où en fait on a des comptes individuels et qui sont capitalisés séparément. Et parfois, sur certains régimes, on peut combiner les 2 techniques en fait, en combinant les 2 techniques et les 2 méthodes pour payer en même temps une partie des cotisations sous forme de prestations immédiates et constituer des réserves en fait à capitaliser, à investir sur le marché pour niveler un peu cette répartition. Quand on veut choisir en fait un régime de protection sociale, d'ailleurs on s'est posé même cette question au sein des commissions-là, il y a 4 critères en fait à considérer que vous voyez à l'écran. Un, c'est l'efficacité en fait sociale, ça veut dire quand on décide de mettre en place un régime de protection sociale, il doit apporter rapidement, si c'est possible, un niveau de prestation élevé avec le maintien, bien sûr, de la valeur de ces prestations. Le deuxième critère, c'est l'équité entre générations, c'est-à-dire les générations qui nous suivent ne doivent pas systématiquement être contraints à payer plus de cotisations que les précédentes pour avoir les mêmes prestations. Efficacité économique, donc quand on ne réclame pas tout de suite des cotisations très élevées pour constituer des réserves en vue de les investir sur le marché économique, c'est-à-dire que le système doit permettre ça et donc il doit être efficacement économique. Et enfin, le dernier critère, c'est l'efficacité financière, c'est-à-dire quand on décide de niveler et de constituer des réserves, ces réserves-là doivent être investies aux meilleures conditions des marchés et bien sûr doivent apporter des taux de rendement les plus élevés possibles. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucun régime, il n'y a aucune technique, il n'y a aucun régime qui peut en fait regrouper ces 4 critères. Ici, pourquoi on fait théoriquement ou même dans la pratique l'appel à la théorie des 3 piliers, c'est-à-dire pour en fait vérifier ces 4 critères que j'ai cités auparavant,
Le régime de protection sociale doit être bâti autour de 3 piliers. Le premier, c'est en fait, c'est des prestations qui découlent de la sécurité sociale et instaurées sur base obligatoire et au niveau national pour l'ensemble des citoyens et qui garantissent en fait un minimum social des revenus. Que ce soit pour les prestations d'essai, les prestations vieillesse, soins de santé, etc. Deuxième pilier, des prestations pour compléter en fait le premier pilier et avoir un niveau de prestation plus intéressant. Et en général, ça s'organise au niveau des entreprises et c'est pourquoi on parle dans ce cas-là de la prévoyance sociale. Et enfin, le troisième pilier, c'est en fait la prévoyance individuelle et qui consiste en fait à contractualiser en fait des contrats avec des compagnies d'assurance et qui permet de compléter les deux paliers. Voilà, si vous voulez, comment en fait un régime de sécurité sociale ou de protection sociale peut être concevable d'une manière efficace en se basant sur les trois. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde entier, en Europe, à peu près les trois piliers. Donc, une couverture sociale de base, complétée par des régimes complémentaires, et bien sûr, des initiatives individuelles qui complètent pour compléter en fait ces prestations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc et comment nous avons conçu notre protection sociale et qui est en train de se dérouler et se mettre en place. Il faut rappeler que nous sommes à peu près 34 millions de Marocains. La population active représente à peu près 12 millions. Et sur ces 12 millions, nous avons à peu près 1 million de chômeurs et 10 millions de population active et demie, à peu près, occupée. Donc, avec une répartition entre 4,5 millions à peu près de travailleurs salariés, que ce soit dans le secteur public ou privé, et 6 millions à peu près des travailleurs les non-salariés, ce qu'on appelle les indépendants et les apprentis, etc., les professions libérales et tout ça. Et par hasard, quand on prend en fait la population des salariés du secteur, la population des salariés, que ce soit dans le secteur privé ou public, avec leur famille, ils représentent un tiers de la population marocaine. Les indépendants avec leur famille, ils représentent également par hasard un tiers de la population marocaine. Et le résidu, en fait, le reste de la population, le un tiers qui reste, c'est ce qu'on appelle chez nous les économiquement faibles qui gagnent à peu près moins de 700 € par an. On peut dire que c'est nos pauvres au Maroc et ça représente avec leur famille un tiers de la population. C'est autour de cette répartition que le Maroc a essayé de bâtir sa protection sociale. Déjà, il y avait des couvertures qui existaient pour les salariés du secteur privé et public, que ce soit en termes d'assurance maladie obligatoire et l'assurance ou les retraites et les autres prestations de la sécurité sociale. Et peu à peu, avec la stratégie de pays aujourd'hui, on essaye d'étendre au reste de la population. Il faut dire que jusqu'à l'année dernière, seulement un tiers,
35% de la population qui était couverte en matière d'assurance maladie obligatoire et un peu moins de 25% en ce qui concerne la retraite. Donc, tout le projet, c'est de l'étendre à les autres populations, que ce soit les indépendants ou les économiquement. Encore 5 minutes, c'est affiché. Très bien. Et donc, ça, c'est la répartition. Autour de ça, on a essayé, bien sûr, vous avez les organismes gestionnaires, la CNOPS qui gère le secteur public et la CNSS qui gère le secteur privé. Et le projet aujourd'hui, c'est d'étendre avec d'autres populations en instaurant, bien sûr, un régime de base d'extension contributive adapté et qui sera cette fois-ci, tout le monde construira le pilier de la répartition, les piliers de la protection sociale au Maroc. Puisqu'il me reste 5 minutes, je vais aller directement, je voulais commenter en fait quelques éléments, mais peut-être dans la séance questions-réponses, on répondra à ça. Sur le marché de la santé. Je vais directement au projet de l'extension de la… Mais avant cela, un petit mot pour l'assurance maladie obligatoire au Maroc, tel qu'il a été mis en place depuis 2005. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de notre expérience au Maroc, c'est que c'est un projet qui a été mis en place progressivement. Nous avons commencé par un panier de soins limité dans un premier lieu et par la suite, on a commencé à étendre en fait ce panier de soins à d'autres populations, mais également à d'autres prestations. Donc, il y a un principe de progressivité qui a été adopté au Maroc, ce qui explique aujourd'hui que l'assurance maladie obligatoire est soutenable et pérenne à date. L'un des projets majeurs qui va en fait se dérouler sur 2021 jusqu'à 2026, c'est l'extension, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la protection sociale aux 22 millions de Marocains qui restent aujourd'hui non couverts, que ce soit les indépendants ou les économiquement faibles. Et cette généralisation de la protection sociale nécessitera 51 milliards de dirhams. L'extension de l'AMO, assurance maladie obligatoire, devra mobiliser à peu près, comme vous le voyez sur ce slide, 14 milliards de dirhams, 20 milliards pour les allocations familiales. Et l'élargissement de la base des adhérents au système de retraite coûtera à peu près 16 milliards de dirhams. Pour l'équivalent en euros, il suffit de diviser par 10. Tout à fait, tout à fait. Et la généralisation de l'indemnité de perte d'emploi, 1 milliard de dirhams. Donc, ces chiffres donnent le tournis et on se pose immédiatement la question sur le financement de la réforme. Dans tous les cas, le business plan tel qu'il a été préparé par les autorités compétentes, on met deux dispositifs important pour le financement. Le premier, il est basé sur le mécanisme des cotisations qui vont générer à peu près 28 milliards de dirhams, 2,8 millions d'euros. Les personnes ciblées sont bien sûr, ils ont des capacités bien sûr de contribution. Et le deuxième pilier de financement, c'est les 23 milliards qui seront pris en charge par l'État. Donc, c'est apporté par l'État à travers les dotations budgétaires et aussi les ressources fiscales pour le financement de la protection sociale. À cela, bien sûr, s'ajoutent toutes les marges dégagées de la réforme du système des compensations ainsi que les autres ressources. Donc, il s'agit d'un projet de société de grande envergure par conception. Les moyens mis en place et le nombre de bénéficiaires, mais aussi les délais d'exécution. Donc, il s'attaque d'une manière frontale
un nombre important de problèmes sociaux qui handicapent aujourd'hui le développement humain. Et bien sûr, il faudra une période de 5 ans pour boucler à peu près ce dossier. J'espère que j'étais dans une discipline. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci, c'est Afifi. Mais là, on est quand même, on peut être ému, il y a de quoi être ému, car on est en train de dire que le Maroc est en train de généraliser le régime d'assurance maladie obligatoire à l'ensemble de sa population. Donc, ce qui est prévu pour cette année et l'année prochaine, après la généralisation des allocations familiales et après même l'assurance, ou ce qu'on peut dire l'indemnisation chômage. C'est quand même, on est devant un tournant historique de la sécurité sociale au Maroc. Merci, Sira Fifi. J'aimerais juste prendre une petite seconde pour rappeler une expérience qui me tient à cœur. Dans ta présentation, tu as présenté une population qui était à l'écart, qui était les indépendants. Une des premières expériences pour toucher cette population était au Maroc sous le nom d'initiative Rinaya. Il se trouve que je l'ai accompagné dedans et c'était pour proposer des assurances maladie, voire de la protection aussi à la population des indépendants. Et au Maroc, on avait créé 2 sociétés d'assurance à l'époque, s'étaient intéressés au sujet, et ils avaient créé des offres maladie qui démarraient à 5 € par mois. Donc, on a réussi à proposer des assurances maladie à 5 € par mois, distribuées et par la Poste et par les associations de microcrédit. Donc, on était un peu à l'avance de la micro-assurance. Voilà. Et c'était vraiment un challenge avec l'hôpital public. L'offre de base était uniquement dans l'hôpital public. C'était pour accompagner la mise en place des cahiers de santé, la mise en place des chemins sanitaires individuels. Voilà. Donc, mais c'était une belle expérience de l'époque. S'il y a des gens intéressés, on peut en parler, mais voilà. Donc, on va passer maintenant à Jean-Claude Ménard, qui va nous parler un peu du système canadien, mais plus généralement, Jean-Claude est un spécialiste international de la sécurité sociale, donc, et nous dira un peu les leçons à apprendre du système, de son expérience et du système canadien. À toi, Jean-Claude. Micro? Oui, oui, merci. Tu partages ou je partage? Là, je n'ai pas ouvert ma présentation. J'assumais que c'est toi qui partageais. OK, ben je vais le partager tout de suite. Voilà. Hop. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et ce, directement de la province de Québec au Canada. Et pour illustrer le rôle crucial de l'actuariat dans le domaine des solidarités nationales, j'ai choisi de vous parler de la petite histoire du régime de rente du Québec et du régime de pension du Canada. Un rapide survol qui couvre une période de 100 ans et comment la solidarité nationale s'est manifestée à sa création en 1966 et tout au long des transformations qui ont eu lieu par la suite et qui se continueront au moins jusqu'en 2066, soit un siècle plus tard. La suivante. Le système canadien de revenus de retraite est conçu de façon à ce que chacun reçoive, le moment venu, une pension qui soit en rapport avec le montant des cotisations qu'il a versé au cours de sa carrière. Le droit à une rente de retraite est donc étroitement lié au travail. Je perçois une pension dans la mesure où j'ai travaillé et cotisé tout au long de ma vie. Mes cotisations sont proportionnelles à mon revenu et ma pension, en conséquence, est elle aussi proportionnelle à mon revenu moyen. Qu'advient-il de ceux qui n'ont pas pu effectuer un travail rémunéré pendant la durée requise parce qu'ils ont soit élevé des enfants, se sont occupés du foyer, ont connu des périodes de chômage, de maladie ou pour toute autre raison? Sans parler de ceux dont le salaire a été faible tout au long de la carrière et dont la pension risque en conséquence d'être trop basse pour assurer leur subsistance. Eh bien, le régime de pension du Canada et le régime de rente du Québec ont des dispositions pour exclure les années de faible gain dues à ces raisons
et dans le calcul de la rente de retraite. Et vous avez devant vous ici, brièvement, le système de revenus de retraite au Canada, qui est un système à 3 piliers. Et j'ai insisté sur la présence de la solidarité qui est différente dans chacun des piliers. Donc, au premier pilier, c'est le programme de la sécurité de la vieillesse, qui est un montant mensuel qui est versé à tous les Canadiens âgés de 65 ans et plus, qui ont 40 ans de résidence au Canada pour avoir la rente, la pension maximum. Et il y a également un supplément de revenu garanti qu'on appelle, et ce supplément vise à réduire la pauvreté. Évidemment, la solidarité est très forte. Et très forte pour deux raisons. La première, c'est que c'est une capitalisation par répartition. Donc, c'est l'ensemble de la population par le biais des impôts et des taxes qui financent la pension versée aux personnes plus âgées. Et le deuxième pilier, c'est le régime de pension du Canada et le régime de rente du Québec. Il faut savoir qu'au Canada, les travailleurs de la province du Québec sont couverts par le régime de rente du Québec et les autres travailleurs dans les autres provinces sont couverts par le régime de pension du Canada. Les deux régimes sont équivalents, pratiquement identiques. Ce sont des régimes obligatoires à prestations définies, fondés sur les gains visant à fournir une rente de retraite de base, et ce sont des régimes partiellement capitalisés, c'est qu'il y a des actifs investis. Je dirais que la solidarité intergénérationnelle était très forte au début des régimes, et il y a aussi une solidarité intra-génération. Et finalement, le troisième pilier, régime d'employeurs et d'épargne individuelle, assorti d'une aide fiscale, ce sont des régimes volontaires visant à offrir un revenu de retraite suffisant. C'est entièrement capitalisé. Et au niveau de la solidarité, évidemment, si vous êtes dans un régime d'épargne individuelle, la solidarité est peu présente. Dans un régime d'employeur, il y en a une multitude, mais je dirais que la solidarité est évolutive entre générations selon la situation financière du régime. Et là, je voudrais vous amener à la création du régime de rente du Québec et du régime de pension du Canada en 1966. Il s'est passé quelque chose de très important, c'est qu'il était possible à ce moment-là de recevoir une pleine rente après seulement 10 années de cotisation. Et le taux de cotisation n'était que de 3,6 % pour recevoir une rente qui équivalait au remplacement de 25 % des revenus de travail. Donc, la solidarité intergénérationnelle était très forte dans les 2 premières décennies d'existence des régimes. Et on peut se poser la question, pourquoi? Oui. Et simplement pour vous dire que la principale raison excuse-moi, Mohamed, oui, s'il vous plaît. Je m'excuse. Voilà, j'ai fait une pause trop longue. La principale raison, évidemment, c'était que le taux de pauvreté chez les personnes âgées, à ce moment-là, était d'environ 32 %, soit un taux 3 fois plus élevé que pour la population des travailleurs. Le versement d'une pleine rente de retraite après 10 années de cotisation et la création du supplément de revenu garanti a permis de réduire considérablement la pauvreté chez les personnes âgées. Donc, il y avait un objectif tacite de réduction de pauvreté. Et c'est un exemple de la solidarité des jeunes vers les personnes âgées. Il y avait un transfert intergénérationnel important, encore une fois justifié par le fait que les personnes âgées, à ce moment-là, étaient beaucoup plus pauvres que le reste de la population. Et là, je vous déplace 20 ans plus tard, où en 1985, il y a un document de consultation qui a été publié par le gouvernement du Québec. Et Mohamed, oui, merci. Et le document s'appelle « Agir maintenant pour demain, une politique québécoise de sécurité du revenu à la retraite ». Dans le document, on voyait que le financement devait être revu à la lumière de 2 objectifs. Maintenant, on parlait d'équité intergénérationnelle et de saine gestion financière du régime de rente du Québec. Et on faisait un constat, le taux de cotisation était insuffisant pour assurer la viabilité du régime de rente du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, le taux de cotisation a augmenté de 3,6 % à 5,6 % de 1986 à 1996. Je vous déplace encore 10 ans plus tard avec un autre document de consultation
une réforme du régime de rente du Québec. Le document s'intitulait « Pour vous et vos enfants, garantir l'avenir du régime de rente du Québec ». À ce moment-là, en préambule, il y avait 3 principes qui étaient mentionnés. On disait qu'un régime public d'épargne retraite doit être fondé sur l'équité, la solidarité et la responsabilité. Donc, pas uniquement la solidarité. Et on faisait un constat démographique qui, je vous lis, dans un contexte démographique stable, l'avenir d'un régime financé par répartition est garanti, puisqu'il y aura toujours des cotisants pour en assurer le financement. Toutefois, en raison des changements démographiques majeurs survenus au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, il importe de revoir le financement du régime. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, le taux de cotisation a augmenté de 5,6 à 9,9 sur une courte période de 7 ans. Et à ce moment-là, on a vu que l'équité intergénérationnelle a imposé une limite à la solidarité intergénérationnelle. Plus tard, une quinzaine d'années plus tard, il y a eu un autre document de consultation qui s'appelait « Innover pour pérenniser le système de retraite ». Et ce qu'on pouvait lire dans ce document, c'est un contrat social pour renforcer la sécurité financière de tous les travailleurs québécois. Par rapport aux autres pays développés, le système public québécois offre une meilleure protection financière à la retraite pour ce qui est des revenus les plus bas. Donc, on réaffirmait le fait que la solidarité était toujours bien présente dans le système canadien et québécois de revenus de retraite. Et évidemment, ce rapport proposait beaucoup de modifications au 3e pilier de retraite. Enfin, sur la dernière acétate concernant le régime de rente du Québec, il y a eu une bonification qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et ça augmente la rente de retraite graduellement. Donc, ça vous prend 40 années de cotisation pour augmenter votre rente de retraite. Et en 2065, le taux de remplacement est à 33% plutôt que 25%. À signaler que l'entente de bonification du régime de pension du Canada, qui est l'équivalent, a été acceptée par toutes les provinces en juin 2016 et a été ratifiée en décembre 2016. Donc, voici un tour d'horizon très bref de ce qui s'est passé au Canada. Et je voudrais terminer en vous parlant des 51 lignes directrices de l'Association actuarielle de sécurité sociale et du Bureau ou de l'Organisation internationale du travail. Et ça, c'est 51 lignes directrices s'adressent à tous les spécialistes, tous les experts, tous les actuaires qui font du travail actuariel pour la sécurité sociale. Ce que ça démontre, c'est que l'actuariat est omniprésent sur la planète et ces lignes directrices n'ont pas force de loi, mais c'est un encouragement à tous les actuaires de ce monde de suivre ces lignes-là. Et quand on parle de régime de sécurité sociale, bien, on parle de protéger contre des risques comme les accidents du travail, le chômage, la maladie, l'invalidité, le décès, la retraite. Les lignes directrices, je vous invite à les lire et je pourrais vous fournir le lien si vous n'avez pas accès, mais c'est relativement facile à trouver sur Internet. Alors, les lignes directrices sont regroupées en 8 grands thèmes de l'évaluation actuarielle à proprement dite, en passant par la gestion opérationnelle, par les risques liés à l'investissement et à la qualification professionnelle des actuaires responsables. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention et surtout de l'invitation et je serai disponible pour répondre à vos questions plus tard s'il y en a. Merci Jean-Claude pour cette belle présentation du système canadien et ce rappel des principes actuariels de la sécurité sociale. Donc, ils sont à disposition des actuaires pour apprendre et pour s'améliorer. Nous passons maintenant à Arnaud Bouquet qui va nous parler un peu des défis de système de sécurité sociale dans les pays cyprès, c'est ça? Et tu as 10 minutes car nous avons un autre sujet intéressant qui nous attend sur la solidarité dans le domaine autre que les retraites. Donc, je te laisse partager. Et le son, Arnaud, le son. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Voilà, c'est bon.
Merci, Mohamed. Est-ce que la présentation apparaît pour tout le monde? Oui, oui, normalement. Parfait. Donc, une fois encore, merci pour cette invitation. C'est vraiment une chance pour moi de partager l'expérience de la zone Cypress avec tous les experts présents sur ce webinaire. Compte tenu de la restriction du temps, je vais passer un peu rapidement sur un peu le préambule. Ce que je voulais simplement dire dans le préambule, c'est que, bon, le besoin de se couvrir contre les risques auxquels l'homme est confronté a amené, depuis l'existence de l'humanité, les hommes à chercher donc à se protéger à travers plusieurs mécanismes de protection qu'on regroupe généralement en deux grands blocs. Les anciennes solidarités organisées donc autour de la famille, du clan, de l'épargne individuelle et tout, et les solidarités les plus structurelles qui passent donc par la prise en charge des indigents, les caisses d'épargne, la responsabilité donc des employeurs, les assurances privées, les assurances sociales et l'assistance sociale. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale qui nous est familière n'est que donc, le résultat d'une longue mutation historique de ces différentes solidarités. Il faut rappeler que le BIT a défini dans la Convention 102 les 9 risques minimums qu'il faut couvrir dans le cadre d'un socle minimum de sécurité sociale. Mais la question qui se pose à chaque fois qu'on veut mettre en place un système de sécurité sociale pour couvrir chacun de ces risques, c'est à savoir d'abord quels risques nous voulons couvrir, quelle est la population que nous voulons couvrir, quelles sont les prestations que nous voulons offrir, qui paye, combien, sur quelle base, à travers quelle institution. Et la question qui fâche, comment faire pour que ce que nous sommes en train de mettre en place puisse être viable. Et donc, ces différentes questions mettent l'actuaire au cœur même de la sécurité sociale parce que ce n'est que l'actuaire qui dispose des compétences nécessaires pour pouvoir répondre à ces questions que le politique lui pose chaque fois qu'il veut mettre en place donc, une branche de sécurité sociale. Donc, c'est ça qui fait un peu notre rôle, la place importante que nous occupons dans cette activité. Je vais sauter un peu ces slides-là parce que je reviendrai là-dessus après pour aller directement, par exemple, à la branche des pensions gérée par les caisses de sécurité sociale de la zone Cypress, pour rappeler donc que, essentiellement, les systèmes de sécurité sociale de notre zone sont basés sur la notion de solidarité. Pour certaines branches, il s'agit d'une solidarité horizontale. Je prends par exemple la branche des prestations familiales, où ce sont les personnes les plus nanties qui cotisent pour les personnes les moins nanties. Lorsque vous prenez par exemple quelqu'un qui gagne 1 million, qui doit cotiser, je dis n'importe quoi, 10% pour la branche des allocations familiales, et celui qui a 50 000 également cotise pour 10%, alors que ces 4 enfants, à raison de 5 000 francs par enfant qui sont couverts, eh bien, le plus riche contribue à prendre en charge les enfants du plus pauvre. Ça, c'est la solidarité horizontale. Mais lorsqu'on prend la branche des pensions, elle est plutôt basée sur la solidarité intergénérationnelle à travers donc un système, pas de répartition pure, parce que c'est très difficile dans nos pays de mettre en place un système de répartition pure, vu que les paramètres du régime doivent changer chaque année. Il va être très difficile de faire fonctionner un tel régime. Donc, on fonctionne surtout en prime échelonnée. Ça dit donc que c'est toujours les jeunes qui cotisent pour les personnes âgées, les actifs pour les inactifs, mais chez les actifs, on prélève un peu plus qu'on ne devrait prélever pour rester en équilibre. Et c'est un peu la courbe des actifs qui est en bleu. C'est là qu'on cotise. Donc, ici, par exemple, j'avais besoin, je ne sais pas quoi, de 3% pour être en équilibre, mais je prends du 10%. Et l'écart qui est là, je mets ça en réserve. Donc, la première phase de vie de cette méthode consiste à constituer des réserves. Et la seconde phase, c'est la phase où j'aurai besoin du 12%. Et je n'aurai pas besoin de pousser mon taux de cotisation de 10 à 12% parce que j'aurai constitué des réserves pendant la première phase de vie de ma méthode. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent essentiellement les organes de prévoyance sociale de la zone Cypress. Évidemment, comment est-ce que je projette mon taux? C'est pour ça que je vais revenir un peu derrière. J'utilise tout ce qui est variable démographique, la mortalité, la morbidité, la fertilité, l'espérance de vie. J'utilise tout ce qui est paramètres financiers pour pouvoir donc estimer les ressources futures, pendant les cotisations et les revenus de placement futurs. Et je fais la même chose en termes donc
d'entrée en âge de retraite ou d'autres paramètres pour estimer mes dépenses futures. Et lorsque j'actualise tout cela à la date d'évaluation, plus mes réserves de départ, ça me permet de dire sur l'horizon de projection si mon régime sera en équilibre ou pas. Alors, j'ai voulu partager avec vous rapidement quelques données parce qu'il y a une tendance, une course effrénée dans la zone actuellement sur la base de propos qui ne sont pas très justes. Je ne dirais pas que c'est faux, mais je ne dis pas très juste parce qu'on a tendance à se comporter comme les pays développés. La population est vieillissante. Est-ce que c'est ce que les chiffres nous disent? Quand on regarde un peu la répartition par âge, par tranche d'âge, la population de notre zone, effectivement, quand on regarde les 60 ans et plus, leur effectif est passé de 7 millions à 13 millions en l'espace de 20 ans. Donc, ça a presque doublé. Donc, quand on regarde ça, on dit oui, évidemment qu'il y a plus de personnes âgées. Mais attention, en valeur réelle, il y a plus de personnes âgées. Mais en valeur relative, lorsqu'on compare la croissance des personnes âgées de la zone à la croissance de la tranche active, on se rend compte que l'ensemble de la population croît plus vite que la population des personnes âgées. La population des personnes âgées a cru de 67% en 20 ans, mais la population globale s'est accrue de 75% en 20 ans. Ce qui veut dire que dans la zone, nous sommes encore en plein dans ce que nous appelons le bonus démographique. C'est-à-dire que nous avons encore une population active qui est très jeune. Et c'est un contexte démographique qui, normalement, facilite la pérennité des régimes de sécurité sociale qui sont construits sur la base donc, de la prime échelonnée. Donc, je dis ça parce que de plus en plus de caisses sont tentées d'aller vers le système de capitalisation qui n'a que comme levier le levier financier. Alors que le système de répartition vous fait marcher sur deux pieds. Le capital humain est un levier pour vous et le levier financier également est à côté. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur les deux leviers pour retrouver votre équilibre. J'avais présenté quelques tendances démographiques, je vais les passer. Encore 3 minutes, Arnaud. D'accord. Alors ici, j'ai voulu montrer maintenant le vrai problème des pays de la zone, c'est qu'on a une population active très élevée, mais très peu de personnes bénéficient du système de sécurité sociale. Le taux de couverture est extrêmement faible. Donc, du coup, les systèmes de sécurité sociale ne bénéficient pas réellement donc, de ce bonus démographique dont nous bénéficions, qui se présente à nous. Et j'ai voulu présenter un peu la situation pour vous montrer que sur les 13 millions de personnes âgées dans le secteur, à peine 1 million bénéficient d'une couverture de risque pension, par exemple. Ça montre un peu le côté, la problématique, les perspectives de réflexion qui doivent être menées par les États. Quand on prend l'assurance santé, c'est pareil. Sur près de 200 millions d'habitants, à moins de 2 millions bénéficient d'une assurance santé à travers un système de sécurité sociale. Alors, j'avais préparé un peu l'évolution des ressources pour montrer qu'il y a quand même des ressources. Quand on fait une étude technique, à regarder le résultat technique, ressources de cotisation, moins les dépenses techniques, le système est globalement équilibré. Malheureusement, certains des OPS de la zone ont un niveau de consommation de frais de gestion très élevé. Des gens vont jusqu'à 40%, c'est les taux de consommation en charge de gestion qui sont en rouge. Et c'est là que les actuaires sont fortement interpellés. Parce que lorsqu'un actuaire vient faire une étude actuarielle dans un fonds de pension où il se rend compte que le résultat technique est de 60%, c'est-à-dire que sur 100 francs collectés, on dépense 40 francs dans la gestion technique et qu'à côté, on dépense 68 francs dans la gestion administrative et que cet actuaire se permet de proposer des réformes paramétriques, ça pose un problème. Donc, c'est la grande problématique de la zone aujourd'hui. On a une telle facilité à modifier les paramètres alors qu'en réalité, techniquement, le régime n'a aucun problème. Donc, voilà un peu les réformes paramétriques de façon globale. Est-ce qu'on augmente le taux de cotisation? Est-ce qu'on réduit les prestations? Est-ce qu'on augmente l'âge de la retraite? Est-ce qu'on fait l'extension? Je donne un petit exemple pour finir. La dernière évaluation actuarielle de la CNSS du Bénin faite par le BIT a montré dans les scénarios que si on augmente la population couverte d'1%, le gain actuariel est largement supérieur à 1% d'augmentation des revenus de placement. Donc, c'est pour dire que
le capital humain, il est disponible et il peut être largement utilisé pour renforcer les systèmes existants au lieu de désorganiser tous ces systèmes-là en voulant copier le modèle occidental. Voilà un peu ce que je peux dire sur la situation de la sécurité sociale dans notre zone. Merci, Mohamed. Merci, Arnaud. Très intéressant. Et tu as mis le doigt sur une problématique qui nous intéresse tous, c'est que dans nos régimes et dans nos pays, on n'a pas de problème de vieillissement de la population, contrairement aux pays européens. Et c'est vrai que parfois, on se met la pression et on traite des problématiques qui peut-être ne relèvent pas encore de nos propres systèmes. Par contre, c'est vrai que notre problématique, c'est le rapport actif-retraité. Donc, on doit plus s'occuper de comment fournir du travail aux jeunes et comment intégrer le secteur informel dans le secteur formel, plutôt que vraiment un problème de vieillissement de la population. Et là, tu as tout à fait intérêt. Tu as tout à fait raison de souligner cela. On va passer maintenant à un autre sujet. C'est vrai qu'on a traité beaucoup de la retraite, on a traité de l'élargissement de la sécurité sociale, y compris la maladie et les prestations et les allocations. On va traiter un sujet de non-vie, donc c'est les catastrophes naturelles, avec Saad Rahim Chafi'i, qui a été nommé il y a 2 ans maintenant par le roi du Maroc pour mettre en place le fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles. À toi, Saad Rahim. Ton micro. Merci, Si Mohamed. Je vais essayer déjà de partager. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, voilà, très bien. Voilà, donc après ces présentations de la solidarité concernant, on va dire, les risques de prévoyance, donc on passe à un autre type de solidarité, c'est la solidarité contre les événements catastrophiques. Et comme ça a été dit par Sibel Baraka, donc c'est un régime qui a démarré récemment au Maroc et je ferai le plaisir de vous présenter les grandes lignes et surtout comment l'actuariat a pu aider à résoudre un certain nombre de problématiques pour aussi bien dimensionner la couverture que proposer des tarifs. Donc si on regarde le Maroc est un pays, on va dire, qui est relativement, moyennement, qui est exposé au niveau des risques catastrophiques. D'après les études, donc nous avons une perte annuelle moyenne estimée sur une période de plus de 100 ans, à peu près, c'est la perte annuelle, elle est de 8 milliards de dirhams. Donc, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, donc il suffit de diviser par 10 pour retrouver les valeurs équivalentes en euros. Donc, 50% de ce risque-là ou bien de cette perte-là probable, c'est l'inondation. Donc, le risque inondation qui est pour 4 milliards. On va dire le risque sécheresse dont le Maroc souffre, c'est 3 milliards. Et puis, le risque de tremblement de terre, c'est à peu près 1 milliard. On a 2 risques qui sont de fréquence, l'inondation et la sécheresse. Et puis, le tremblement de terre, c'est un risque plutôt de sévérité. La probabilité est relativement faible. Les 2, on va dire, sinistres tremblements de terre les plus importants au Maroc, les années 60, c'est le tremblement de terre d'Agadir. Et dans le début des années 2000, c'est Al-Husseima au nord du Maroc. Et donc, on voit que l'activité sismique est très, très importante au niveau du nord du Maroc. C'est l'intersection des 2 plaques africaines et celle européenne et qui génère ça. Ici, on voit que sur la carte au niveau du réseau hydraulique, donc il y a énormément on les voit de bassin versant. Et ça fait un certain nombre de types de risques au Maroc. Inondation, nous avons 50% des risques, ce sont des risques de débordement, on va dire, de rivières, et 50%, ce sont les flash floods, c'est les précipitations pendant 2 heures, 3 heures intenses et qui génèrent beaucoup d'inondations, principalement dans les villes, lorsque on va dire le débit dépasse le débit dimensionné d'évacuation des eaux de pluie, ou bien dans les zones montagneuses,
et parfois, donc, ça fait des torrents qui peuvent détruire des personnes et des biens. Sur ce cas-là, on se rappelle du sinistre de, je pense, 97 ou 95, il faut que je commence de la vallée d'Orica, où il y a eu plus de 700 morts sur une précipitation qui a duré entre 2 et 3 heures de pluie. Donc, avant les catastrophes, les conséquences de ces catastrophes étaient à la charge du budget du gouvernement. Généralement, lorsqu'on fait du budget, on ne prévoit pas un poste budgétaire important pour ces charges-là. Et donc, ce qui fait que ça génère une augmentation des dépenses publiques avec une pression sur l'endettement. Et puis, il n'y a pas de cadre légal d'indemnisation. Sur quelle base on va indemniser les gens? Donc, sur ces deux grande question. Donc, il fallait réfléchir à ça. Effectivement, c'est la loi 110-14 qui a été mise en place, qui permet de mettre en place, de répondre à ces questions-là et qui est entrée en application janvier 2020. Donc, le régime marocain, c'est un régime à péril dénommé. Il a été choisi dès le départ pour pouvoir le gérer financièrement, avec deux postes, les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre et tsunamis, et puis on va dire les événements qui sont dus à la violence de l'homme, c'est le terrorisme et les émeutes et mouvements populaires. Et puis l'état de catastrophe, lorsqu'il y a un événement, c'est une déclaration du chef de gouvernement après l'avis d'une commission de suivi qui est composée d'experts en la matière qui vont donner leur avis au chef de gouvernement sur les caractéristiques de la catastrophe. Le régime est basé sur un volet assurantiel, donc sur l'ensemble des contrats d'assurance automatique, donc c'est une extension de l'ensemble des contrats d'assurance et qui donne une couverture avec un plafond et avec une franchise. Cependant, la loi a permis aussi de mettre un régime allocataire pour les personnes non assurées. Je vais expliquer juste après pourquoi il y a eu ce choix. Donc, l'objectif qui a été fait du régime, c'est pour couvrir l'ensemble des personnes se trouvant au Maroc et qui sont victimes de catastrophes, ainsi que les résidences principales, donc de les protéger. La problématique au Maroc, l'assurance habitation, c'est une faible pénétration, on va dire qu'elle est à peu près un peu moins de 2%. Et donc, un tel régime, si on laisse que l'assurantiel, il va couvrir que 2%, 98% ne sont pas couverts. Et donc, ça pose un problème sur, on va dire, la réponse à la problématique énoncée précédemment. D'où donc la mise en place d'un fonds de solidarité pour couvrir 90% des résidences principales, donc, qui ne sont pas assurées. Comme j'ai dit, le taux d'assurance est de 2%, donc 98%. Et je vais parler comment est fait le mécanisme de financement et de fonctionnement de ce fonds-là. Comme on a aussi bien le dommage matériel que le dommage corporel, donc les contrats d'assurance de personnes, donc il va y avoir automatiquement une extension sur les risques, les événements catastrophiques. Cependant, il y a un faible taux de pénétration de cette assurance. Donc, la loi imaginait un certain nombre de mécanismes pour que le système assurantiel prenne le maximum de personnes. Donc, couvrir le propriétaire du véhicule et sa famille dans le cadre de l'assurance automobile lorsqu'il subit les conséquences d'une catastrophe, bien que la personne ne se trouve pas dans le véhicule. Le deuxième, donc, c'est considérer que la responsabilité civile exploitation d'un établissement recevant de public, quel que soit, lorsqu'il y a une catastrophe, même si c'est un cas de force majeure, l'extension permet de couvrir les conséquences des dommages causés à cette personne-là qui se trouve dans cet établissement. Et donc, le reste des personnes qui ne peuvent pas entrer dans ces catégories-là, c'est-à-dire qui n'ont pas un contrat d'assurance ou pas une voiture et qui ne se trouvaient pas dans un établissement public au moment de catastrophe vont bénéficier de la solidarité et l'indemnité du fonds. Donc, avec ce système-là, le système assurantiel et le système allocataire permettent de couvrir 100% de la population. Alors, donc, il fallait, comme je l'ai dit, donc, je vais passer rapidement, donc, avoir un équilibre. Il faut que la charge, on va dire la cotisation pour les contrats d'assurance, la prime aux cotisations pour les contrats d'assurance
ou bien une taxe parafiscale qui permet de financer le fonds de solidarité soit supportable, ne constitue pas une charge particulière aux entreprises. Et donc, il fallait imaginer un certain nombre de limitations, donc parties progressivement, comme ça a été dit par le régime de la couverture maladie. Donc, ça a suivi sur les 15 ou 16 dernières années donc un certain nombre de réformes au fur et à mesure pour améliorer la couverture. Donc, on est parti, comme je l'ai dit, avec une liste à péril dénommé. On a instauré des plafonds et des franchises par contrat. On a mis en place un plafond général par événement pour les assureurs pour un petit peu sauvegarder la solvabilité. Et lorsqu'il y a le dépassement de ce plafond-là, il y a une réduction proportionnelle des indemnités jusqu'à ce plafond instauré par la loi. Mise en place d'un barème d'indemnisation pour les dommages corporels. Ça ne reste pas à l'évaluation de la justice, mais il y a un barème qui a été instauré. Et puis, pour que les compagnies d'assurance travaillent sur ce risque niveau, une couverture, une garantie de l'État qui était donnée sur deux aspects. Donc, le premier, c'est lorsqu'il n'y a pas de capacité sur le marché de réassurance, et donc l'État marocain devient le dernier réassureur. Et puis, une couverture contre la défaillance, donc le risque de défaut d'un réassureur qui ne paye pas une indemnité suite à un événement. Donc, c'est l'État qui se substitue pour que les personnes soient indemnisées rapidement et en totalité. Je vais dire que ce sont les mêmes règles qui ont été aussi utilisées par le Fonds de solidarité, à la limite qu'il n'y a pas un plafond qui est défini par la loi, mais que le Fonds règle les personnes sinistrées à hauteur de disponibilité de ces fonds. Alors, donc, ici, pour dire deux applications actuarielles donc, qui ont été faites pour pouvoir mettre en place ce modèle-là en application. Donc, c'est sur la modélisation. Donc, tout événement, pour qu'on puisse le gérer, il faut le quantifier. Donc, c'est la quantification au niveau du risque. Donc, la quantification classique, j'invente rien, c'est le modèle standard qui est utilisé par toute modélisation de risque catastrophique. Il faut disposer d'un modèle ALIA. Généralement, ce modèle, il est fait par les personnes qui travaillent sur ce risque-là. Pour le tremblement de terre, ce sont généralement des géologues, des hydrologues pour l'inondation, ainsi de suite. Donc, ce sont des catalogues qui existent et qui peuvent être utilisés. Ces aléas, ils vont être appliqués à une exposition, c'est-à-dire les risques qui sont exposés. Dans notre cas, par exemple, ce sont les habitations, si je prends le cas des habitations. Et puis, lorsque ça va ça va engendrer un dommage lorsque cet aléa touche cette exposition. Et on a des courbes de dommages. Généralement, dans l'inondation, j'ai donné l'exemple, le taux de dommage est proportionnel à la hauteur d'eau et par rapport au type de construction. Donc, ça peut être et la destination d'une construction. Et cette combinaison va nous donner une estimation du montant du dommage. Et c'est ces montants de dommages qui vont nous permettre après de calibrer le régime et de dire à quel niveau on mettra les plafonds, à quel niveau on mettra les couvertures, à quel niveau on mettra les franchises et quel serait le coût, que ce soit le coût de la partie assurantielle que pour la partie solidarité. Donc, dans cette partie-là, je vais donner un exemple comment nous avons généré les expositions. Normalement, dans un modèle de risque catastrophique, je dois avoir les informations. Je suis dans le cadre, par exemple, d'une habitation, des habitations, je couvre les habitations. Il faut que j'ai l'information habitation par habitation. J'ai ces coordonnées géographique de position, j'ai la valeur assurée, j'ai le type de construction, le nombre d'étages, ainsi de suite. Et donc, ce sont des éléments, lorsqu'on a voulu travailler, donc, qui n'existaient pas. Donc, on était obligé d'abord de partir d'un certain nombre d'informations récoltées d'une manière globale. Généralement, ces informations les plus disponibles sont au niveau des communes. Au Maroc, à peu près, il y a 1530 communes, donc sur 1530, le niveau de granularité qu'on peut avoir. Et puis parfois, il y a des données un peu plus fines, comme pour, je vais en parler, la Direction générale des impôts. Donc sur la Direction générale des impôts, on a l'information
par ville sur les constructions et par zone avec le coût de construction de cette habitation et aussi quelle est la valeur marchande actuelle. Donc, ce sont des informations qu'on a pu récupérer et pour les travailler. Nous avons travaillé aussi sur les données de recensement. Le recensement national au Maroc se fait chaque 10 ans. Donc, le dernier il date de 2014. Le prochain sera dans à 2024, donc de la population. Et ce recensement, il nous donne par commune quel est le nombre quel est le nombre d'habitants, le nombre de ménages, quel est le nombre aussi d'habitations par type de construction, que ce soit maison individuelle, villa, appartement, et un certain nombre d'informations sur les types de construction. Et puis, nous avons aussi utilisé les données de l'enquête du ministère de l'Habitat qui donne les constructions par commune au Maroc. Et on a par type de construction, quelle est la superficie moyenne et aussi on a eu des informations sur les quarts types et des choses comme ça. Donc, avec toutes ces informations, il fallait sortir une estimation des constructions, des habitations au Maroc d'une manière assez détaillée, comme dans le petit tableau qui est en bas. Donc, on a constitué une base de données qui nous donne, par exemple, est-ce que c'est une constitution milieu urbain ou bien rural, type de logement, maison, appartement, villa, comme j'ai dit, statut propriétaire parce qu'il y a une garantie qui est là, l'ancienneté, donc l'âge de la construction, on avait ancien, nouveau et récent, donc 3 classifications. On a estimé la surface, donc par type de construction, nous avons des données de l'enquête du ministère de l'Habitat, on a eu la moyenne et l'écart type, et donc par la méthode de Monte-Carlo et génération de nombres aléatoires, donc on a estimé d'une manière aléatoire les surfaces de maison. Donc on n'a pas cette information. Cette surface de maison, elle a été multipliée par la valeur moyenne de reconstruction qui sort de l'enquête du ministère de l'Habitat et ça nous donne une valeur, on va dire, quelle est la valeur assurée pour ce risque-là. Donc, il fallait après générer quelles sont les coordonnées donc de situation sur le coordonnées GPS X et Y. Et là aussi, donc, on a utilisé les cartes d'occupation du sol. Et sur les cartes d'occupation du sol et d'autres cartes, donc, on a la densité de la population qui nous vient aussi des données de recensement. Et donc, on a généré un certain nombre sur chaque quartier. Donc, on a sur chaque zone à partir de cartes sigles qui fait 250 mètres sur 250 mètres, on a la densité de population et à partir de là, on trouve quel est le nombre d'habitations, on génère ces nombres de points. Et donc, si je prends le nombre de points que nous avons ici, ce sont les nombres de points, surtout la partie rouge, c'est le nombre de points d'habitation qui caractérise une habitation donnée. Donc, on regarde l'exercice qu'on l'a fait sur la région d'Agadir, donc ce qu'on voit dans la feuille du milieu. Et à partir de ces données globaux, on a réussi à avoir une image et descendre l'échelle plus bas pour avoir construction par construction. Et on a notre exposition sur la région d'Agadir. Ce travail-là, il a été fait sur tout le Maroc. Donc, voilà la carte du Maroc et on a les données d'exposition. Il est tout à fait normal, là où on a les valeurs assurées les plus importantes, ce sont dans les régions les plus des grandes villes comme Casa, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès. Donc, on les voit, ce sont les zones et puis on a les zones les plus faibles valeurs, c'est là où on est le sud du Maroc ou bien dans on va dire l'est du Maroc. À partir de ça, donc, on a généré une base de données. Sur cette base de données, on a pu avoir les expositions sur lesquelles nous allons travailler et on a à peu près 7300 ménages ou habitations avec une valeur assurée de 2,15 10 puissance 12 dirhams. On a une valeur moyenne du mètre carré de la reconstruction, elle est de 2500 dirhams, les valeurs en dirhams, ainsi de suite. Différencie pour une garantie perte de jouissance entre propriétaire et locataire. C'est pour
cela que nous avons pu utiliser ces données d'exposition Je pense que nous avons perdu. C'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. D'accord. Voilà, à quel moment j'étais là, je pense, c'est ça? Oui, c'est le total des expositions au Maroc. D'accord. Donc, c'est juste le résumé des expositions que j'étais en train de présenter. Et à partir de là, donc, les expositions, donc un taux de dommage. On a utilisé des courbes de dommage en fonction du type de construction. Est-ce que c'est en béton armé? Est-ce que c'est en bois, en léger? Est-ce que c'est une construction traditionnelle? Ce sont des courbes qu'on a pris standards qui sont utilisés par les modèles pour la partie inondation sur des modèles mondiaux. Par contre, tremblement de terre, on a des études marocaines et on a utilisé des courbes marocaines. Et il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir, mais ça c'est beaucoup plus les ingénieurs BTP ou bien de génie civil qui font ce type de travaux. Après, donc, on calcule le taux de dommage, donc c'est la valeur assurée multipliée par un taux de destruction. Et comme l'observation, donc on a une estimation des pertes sur des événements historiques. On a des événements historiques qui sont uniquement sur 40 années. Donc, on a 50 événements qui ont permis de tracer la courbe. Donc, on voit c'est la première partie de la courbe qui est en bas. Mais pour effectivement aller faire pour un petit peu équilibrer le modèle, il faut aller au-delà de 40 ans. Donc, on est allé à 500 ans, voire à 1000 ans. Donc, il faut avoir des estimations beaucoup plus longues. C'est important pour nous pour ne rien tronquer de l'information pour la tarification et aussi pour le placement de la réassurance. Donc, on doit avoir ces éléments-là. Donc, le meilleur modèle d'adéquation qu'on a pu avoir, c'est selon les lois de Gamma, avec les paramètres qui sont A et B cités CO. Et donc, c'est à partir de là qu'on a pu avoir une connaissance du risque ou une extrapolation du risque au-delà des 40 années d'observation que nous avons, et on a pu aller jusqu'à 1000 ans. Ces éléments-là nous ont permis d'avoir une estimation de quelle est la probabilité de dépasser une perte de données. Donc, ça, c'est important pour nous. Donc, la moyenne, ça nous donne l'estimation, l'espérance mathématique de cette courbe-là et qui nous donne qui est la prime pure. Et à partir de là, on calcule avec des chargements, on trouve la prime de base. Et puis, on peut calculer aussi parce que les expositions sont tellement importantes et surtout pour un fonds qui démarre, qui ne dispose pas de suffisamment de fonds propres pour pouvoir donner une couverture très étendue. Donc, il fallait un petit peu étudier l'externalisation d'une partie du risque. Donc, globalement, j'ai essayé de faire vite pour ne pas laisser quelques minutes au niveau de la discussion. Donc, tous ces travaux-là nous ont permis d'avoir l'estimation des pertes probables que nous avons fait, nous a permis de fixer, comme j'ai dit, quels sont les niveaux de capitaux et les franchises en fonction de la surprime souhaitée. Donc, on a fait le schéma inverse, on a dit qu'est-ce qu'on peut mettre comme surprime au niveau des assurés et à partir de là, avec cette surprime-là, qu'est-ce qu'on peut offrir? Donc, on a fait le schéma inverse et puis nous avons, comme je l'ai dit, aussi procédé à un transfert d'une partie du risque, surtout pour les valeurs extrêmes, au marché de la réassurance et ces estimations nous ont permis d'avoir des négociations avec des réassureurs et de négocier le prix de transfert. Voilà, donc j'ai été très, très rapide pour respecter le temps qui m'a été donné. Donc, je vous remercie et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci, c'est Abdelrahim. Des remarques. Merci pour la qualité de ce travail. Excellent. Est-ce que c'est prévu d'étendre les couvertures à des risques tels que le cyber ou les pandémies, ou peut-être dans le futur? Très bien, très bonne question. Effectivement, donc lors du dernier conseil d'administration que nous avons tenu à fin juin dernier, donc on nous a chargé avec
des acteurs locaux qui sont le ministère des Finances et l'autorité de contrôle au niveau des assurances, de mener une réflexion sur un certain nombre de risques émergents et surtout le risque où il y a une difficulté à trouver de la capacité comme les pandémies et comme les cyber risks, et de voir est-ce qu'il y a un montage avec un pool, avec une garantie de l'État, avec des cat bonds qui peuvent être mis en place de telle manière à ramener de la capacité au niveau de ce pool-là. Donc, les réflexions sont en cours, le cyber risk et probablement d'autres éléments qui vont venir. Pourquoi pas étendre le régime actuel à de nouvelles garanties, à de nouvelles populations, donc qui ne sont pas concernées. Comme je l'ai dit, ça ne vise que les personnes physiques pour leurs habitations et les petits commerçants, ils ne sont pas couverts. Le régime ne couvre en réalité, je parle de solidarité, que les constructions, ils ne couvrent pas le contenu, donc c'est des réflexions à mener. Pourquoi pas, donc après cette première expérience, il fallait démarrer doucement, si jamais, parce qu'on a peur, le lendemain de démarrage, il y a une grosse catastrophe, il n'y a pas suffisamment de fonds et on est un petit peu embêté dès le départ. Donc il faut y aller doucement et peut-être réfléchir à une couverture pour les agriculteurs, donc sur la partie qui pourrait être une couverture paramétrique, indicielle, parce que jusqu'à maintenant, il y a une couverture hautement subventionnée jusqu'à 90% pour les agriculteurs pour la couverture sécheresse, et on va dire principale couverture, mais ça s'appelle multirisque climatique, il y a plus de risques, mais généralement le risque, on va dire principal à 99%, c'est sécheresse. Il faut réfléchir sur la population qui est non assurée et non assurable. Il y a une limitation au niveau de ce régime-là. Il se peut que des gens qui se trouvent dans des situations un petit peu limitrophes au niveau de la politique de souscription et qui ne bénéficient d'aucune couverture, et il faut réfléchir à ces éléments-là. Donc, pour dire que c'est un démarrage, donc il fallait démarrer, il fallait être prudent au niveau de démarrage, de ne pas avoir une vision très, très large, mais de rester toujours à faire le suivi pour pouvoir faire évoluer le régime sur les 10, voire les 15 prochaines années, afin d'atteindre vraiment une couverture qu'on peut estimer satisfaisante. Une dernière question de Cheikh Omar Diallo, qu'on salue au passage. Que pensez-vous de l'intégration des garanties liées aux maladies vectorielles dans les catastrophes? Je pense que tu fais allusion aux maladies ou aux pandémies. C'est les maladies professionnelles, celui-là. Vectorielles. D'accord. Vectorielles, ok. Si on parle des maladies professionnelles, il y a un projet de rendre obligatoire les maladies professionnelles sur le marché marocain. Maintenant, l'extension aux pandémies, je pense que c'est Abdelrahim, on a parlé, peut-être dans un futur proche, peut-être d'abord tester le régime actuel et l'étendre. Je pense qu'on va conclure. J'espère que nous avons atteint notre objectif de vous faire voyager un peu sur les projets et les défis auxquels fait face le Maroc et les actuaires marocains. On a vu les retraites, l'extension de la sécurité sociale et là, les catastrophes naturelles, système assurantiel, on n'en a pas parlé, mais système solidaire aussi, mais vous avez vu qu'il couvre 98% des habitations. Je pense honnêtement qu'il y a de quoi être fier de notre métier en tant qu'actuaire. On est à l'origine des solidarités. Notre métier, c'est d'abord gérer des solidarités, ou en termes plus savants, comment proposer un équivalent certain à des situations incertaines. Donc, j'espère qu'on a atteint notre objectif de donner envie aux non-marocains de connaître un peu plus le Maroc et aux actuaires marocains opérant à l'étranger, et j'en connais pas mal, un peu en Europe, en Amérique du Nord, un peu partout, de venir voir un peu ce qui se passe du côté marocain. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je remercie les intervenants, je remercie les participants, je remercie Samuel pour l'organisation de ces journées et l'IA, et à très bientôt. Merci, Mohamed. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Bye bye. Bonsoir à tout le monde.